Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermite de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? Nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie, gérante de Corpus Memory et organisatrice de la convention de tatouage de Nantes. Dans cet épisode, on a parlé des coulisses de l'organisation d'une convention, la sélection des artistes, la vente aux enchères, ainsi que de l'évolution du nombre de conventions de tatouage en France. C'est Matt de la team Stéphayako qui a mené l'interview, alors je lui laisse la parole. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie de Corpus Memory, co-organisatrice de la 18e édition de la Nantes Tattoo Convention. C'est un épisode un peu particulier car aujourd'hui, nous allons parler des conventions et plus particulièrement celle de Nantes. Donc, bonjour Stéphanie. Salut Mathieu. Alors, avec Stéphanie, on se connaît depuis quelques années quand même, au moment où tu travaillais encore chez Ironink, donc... Ah oui, donc ça fait bien plus de 10 ans. Ouais. Et donc, on a une petite question rituelle dans ce podcast. Et avant de commencer de parler des conventions, c'est quelle est ta propre définition du tatouage ? Alors, ma définition du tatouage, c'est... je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, en fait, le tatouage, c'est un moyen d'expression, tout simplement, en fait, une façon de marquer des moments de vie, des moments de peine, de joie. Et c'est aussi des rencontres artistiques, en fait. Donc, ça va être vraiment, marquer son corps, comme un collectionneur pourrait, du coup, acheter un tableau d'un artiste. C'est vraiment acheter une pièce d'un tatoueur spécifique parce qu'on aime son style. Donc, c'est vraiment, ce côté artistique d'un côté et de l'autre côté aussi ce côté symbolique, quoi. Donc maintenant qu'on a parlé un peu du tatouage, est-ce que tu peux te présenter un peu plus qui tu es et puis comment tu es devenue organisatrice du coup de la Nantes Tattoo Convention ? Alors du coup, je peux déjà commencer par mon parcours professionnel, on peut dire ça comme ça. Moi, j'ai commencé dans le milieu du tatouage en 1998, en tatouage et piercing, donc... Je bossais en fait déjà à l'époque, l'année de mon bac, dans un salon de tattoo piercing. J'ai commencé à y aller les mercredis, les samedis, le soir après les cours. Et puis, dès que j'ai eu mes 18 ans, en fait, j'ai tout simplement pu être en cours et j'ai bossé tous les jours dans le shop. J'ai été formée au piercing. Et du coup, ça, c'était sur Saint-Brieuc. Et en 99, j'ai eu l'occasion d'aller travailler sur Nantes dans un shop qui s'appelait Atlantic Tattoo. C'était un des 3 seuls tattoo shops de la région, parce que moi, à l'époque, c'était pas aussi varié qu'actuellement. Donc j'ai bossé 2 ans en tant que perceuse dans ce shop-là. Et puis, j'ai fait une pause un moment. J'ai travaillé dans un labo de recherche. Et en fait, cette pause dans le milieu, en fait, ça m'avait fait du bien un moment parce qu'on avait vraiment, vu qu'on était peu nombreux, on avait beaucoup de travail, mine de rien. Et c'est là que j'ai réfléchi, j'ai visité des conventions, j'ai fait la convention de Londres, la convention de Bordeaux aussi à l'époque parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en France. Et là, je me suis dit, ça serait vraiment cool d'avoir une convention sur Nantes. En plus, on a l'aéroport à Nantes qui nous permet d'accueillir des gens de l'étranger, tout ça. Et donc, j'avais en contact Yann à cette époque-là. On était potes. Donc, Yann venait de revenir de Paris, il travaillait sur Vannes, chez Buzz Tattoo. Et donc, on en a discuté. Et puis, j'ai dit, mais ça ne te brancherait pas qu'on essaie de faire un événement, tout ça. Et donc, l'idée a mûri. On s'est dit, mais pourquoi pas ? Sauf qu'à l'époque, il y avait la convention de Rennes qui existait. Donc, en France, il y avait Strasbourg, Lyon, Bordeaux et Rennes qui venaient d'être créés. Et en fait, à l'époque, c'était inconcevable de faire une convention à Nantes alors qu'il y en avait une à Rennes. C'était qu'à 100 km, quoi.
Donc on a contacté Sam en lui disant écoute, est-ce que ça t'intéresse de te greffer sur notre projet, de laisser tomber Rennes et de monter Nantes avec nous, plutôt que de se concurrencer bêtement. En fait, on essaye de s'apporter les uns les autres, et donc de là est né le projet de la Convention de Nantes en 2006. Et moi en 2007, j'ai monté le shop Ironic sur Nantes, parce que le labo c'était une bonne expérience, mais le tatou, l'expérience avec les clients me manquait énormément. Et donc Ironic, ça a duré jusqu'à 2014, et en 2014 on a monté Corpus Memory. J'ai monté Corpus Memory. Donc la convention de Nantes début 2006, j'imagine petite convention à cette époque. Alors on a commencé, en fait, c'était donc la convention de Nantes en fait était à Rezé, à la Trocardière, parce que à l'époque le tatouage n'était pas aussi démocratisé que maintenant, et en fait le Parc Expo nous avait clairement envoyé chier, hein, on va le dire. Voilà, toutes les salles qu'on a visitées c'était la même, ils n'avaient pas de dispo, ni l'année d'après, ni l'année d'encore après, et on nous a fait comprendre qu'ils n'auraient jamais de dispo pour nous. Donc la Troc, on a réussi à avoir la salle, et on était au début, c'était une 50aine d'artistes, hein, donc c'était les conventions, les gens ne savaient pas ce que c'était, il y en avait peu, on a commencé petit. Et en fait, au fur et à mesure des années, quand on a vu que ça fonctionnait, on s'est dit, bon, allez, on rajoute 5-6 stands, on voit. Puis on était comme ça très progressivement, jusqu'à arriver, à l'heure actuelle, on est à peu près à entre 360 et 380 stands à Nantes. Ouais, donc une belle progression. Oui, et puis je dirais, on est assez fiers de notre travail, parce qu'on a été vraiment on a été au rythme en fait des visiteurs aussi. C'est-à-dire que le but d'une convention, c'est de faire découvrir des artistes de différents univers. C'est aussi que les artistes aient du travail. Donc faire une convention avec 400 tatoueurs pour qu'il y en ait 200 qui se tournent les pouces, il n'y a aucun intérêt. Pour moi, ça c'est un pari loupé, quoi. Nous, le but, c'est vraiment que du coup, que le public rencontre en fait des artistes, que les artistes rencontrent le public qui va aussi aimer leur style et leur travail, et que du coup, chacun en fait, chacun trouve son équilibre sur le lieu entre la quantité de travail, puis que les clients, il faut aussi que les visiteurs, quand ils arrivent, ils aient accès à des artistes variés, qui aient un petit peu de dispo. Donc c'est vrai que certains travaillent sans rendez-vous, d'autres avec rendez-vous. Donc après, chacun son mode de fonctionnement. Mais ça me permet du coup de rebondir un petit peu. Là, on a parlé des tatoueurs et de la diversité. Comment vous arrivez du coup à choisir parmi toutes les candidatures qui vous sont proposées? Alors ça, c'est vraiment le moment le plus compliqué, je dirais, parce que déjà on fait une présélection. Donc déjà on va regarder les artistes, en fait, pour expliquer un petit peu aux gens qui connaissent pas, on leur demande de remplir un formulaire quand ils veulent participer, de nous joindre quelques photos, et puis leur lien vers les réseaux sociaux. Donc après, les photos en soi, il y en a qui croient qu'en fait on les sélectionne par rapport à ces 3 photos qu'ils nous envoient. Donc on ne les sélectionne absolument pas par rapport aux 3 photos qu'ils nous envoient. En fait, il faut savoir qu'on étudie tout leur parcours. C'est-à-dire que moi, je vais aller voir sur leur Instagram, et je reviens des fois 2, 3, 4 ans en arrière. Je regarde la progression du travail, je regarde si du coup il y a eu une évolution graphique, technique. On regarde pas mal de choses comme ça. Donc en fait, il y a des pages où du coup on voit direct que le travail est maîtrisé, c'est cool, donc ça va vite. Il y a des gens où on a un petit peu plus d'hésitation, et du coup on va les mettre en attente sur notre liste en disant c'est encore un petit peu juste sur certains points, mais on voit qu'il y a une belle progression, donc on va mettre en attente. Et donc en fait, cette première sélection nous permet d'enlever quelques artistes. Donc ça dépend des années. C'est vrai qu'il y a des années où on va avoir un peu moins de qualité que d'autres, où ça dépend. Mais par exemple, cette année, sur notre présélection, on était déjà à 800 personnes qu'on trouvait plutôt cool. Sauf que on n'avait pas 800 places. Enfin, on pourrait, hein, mais bon, comme on disait tout à l'heure, il n'y a aucun intérêt à avoir 800 tatoueurs sur une convention. Hein. Donc du coup, nous, on veut vraiment se limiter autour de 380. On trouve que c'est vraiment maximum, c'est un nombre qui est parfait. Et donc après, une fois qu'on a fait notre présélection, on essaie de refaire une deuxième sélection par style. C'est-à-dire que quand les tatoueurs s'inscrivent, c'est pareil, ils vont nous mettre, je suis plutôt réaliste, graphique, etc. Donc on essaie de classer tout le monde un peu sur ce style-là. Et en fait, on retourne faire une présélection par style. Donc on essaye d'éliminer dans ceux qui font prendre du réalisme, on essaie de prendre ceux qu'on trouve le travail plus intéressant, etc.
Et là, on regarde combien on est. Et là, on était à 500. Encore Donc, il trop. fallait encore faire une sélection. Ouais, faut savoir que des fois, les sélections, je peux y passer 2 semaines complètes, quoi, des journées entières. Et du coup, il y a des gens qui ont mis en attente. Et en fait, on fait un peu chacun de notre côté avec Yann. Souvent, on est d'accord. Bon, il y a des gens qui disent oui, nickel, d'autres oui, peut-être. Enfin, voilà, c'est vraiment. Alors, on fait des petits sous-groupes, des petites choses, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Et des fois, en fait, à force de voir en fait plein de boulot passer, c'est vrai que on est de plus en plus exigeant sur ce qu'on voit, quoi. Mais ouais, cette partie de sélection est vraiment très compliquée. Et du coup, on ne sélectionne absolument pas par rapport au nombre de followers. Parce que ça, on m'a dit, moi j'ai genre 20 000 followers, j'ai pas été pris. Excuse-moi, t'as 20 000 followers, tu sais pas faire une ligne droite. Donc, je sais pas, tu les achètes tes followers ou les mecs qui regardent pas ton travail, en fait. C'est ça, on a aussi ce genre de réflexion. Donc, non, que tu aies, qu'un tatoueur ait 500 followers ou 20 000 followers, en fait, ça nous intéresse absolument pas. On regarde le travail, on regarde l'évolution. Quand j'ai un doute, je regarde aussi à quelle période la personne a eu son attestation hygiène. Parce que je me dis, voilà, ça fait que 2 ans en fait qu'elle a passé son attestation hygiène, donc ça fait que 2 ans à peu près qu'elle tatoue à quelque chose près. Elle en est déjà là. Par contre, si je vois que ça fait déjà 10 ans et que c'est encore un peu moyen, je me dis, bon, là c'est chaud, c'est qu'il n'y a pas eu assez de boulot derrière, qu'il y a une stagnation, quoi. Donc voilà, il y a plein de petits critères qui rentrent en jeu. Donc quand on a une hésitation entre 2 personnes, souvent je me dis, bon, voilà, cette personne-là, ça fait que 2 ans, elle en est déjà là par rapport à l'autre. Bon, peut-être que je vais prendre celle qui a déjà un niveau plus impactant, plus sympa, en ayant moins d'expérience. Ok, oui, donc un sacré défi. Oui, tu as évoqué tout à l'heure des différents défis comme trouver une salle. Est-ce que tu peux nous parler aussi d'un défi, le défi économique de faire tenir cet événement ? La difficulté, ça a été surtout au début, c'est que du coup, il a fallu qu'on avance tous les frais en perso. Donc le risque était grand parce que je ne sais pas si les gens ont une idée du budget sur des événements comme ça, mais bon, sur la troc, on était sur des budgets un petit peu moindres, mais bon, on était déjà, je crois, sur quelque chose comme 50 000 euros. Aujourd'hui, sur un parc expo, juste une location pour 3 jours, on est autour de 130 140 000 euros, auquel il faut rajouter les locations de matériel, divers et variés. On monte sur des budgets à peu près à 300 000 euros pour 3 jours, quoi. Donc la première année, voilà, ça a été de négocier avec les fournisseurs, de pouvoir payer après l'événement. Il y avait quand même des frais avancés. Et du coup, pendant pas mal d'années, il faut savoir que du coup, en fin d'événement, souvent, on rajoutait 500, 1000, 2000 euros de notre poche. Donc c'était assez compliqué. Et puis le temps que en fait, les gens comprennent un peu l'événement, parce que au début il y avait cette image de un peu de biker méchant, c'est quoi cet événement bizarre. Parce qu'aujourd'hui c'est des gens qui connaissent les conventions de tatouage quand même en majorité, c'est quelque chose de démocratisé. À l'époque c'était pas ça du tout, et du coup les gens savaient pas trop à quoi s'attendre. Et donc voilà, le temps de faire de la com, les premiers visiteurs, puis que du coup l'année d'après il y en a un petit peu plus, et ainsi de suite. Donc ça a été compliqué. Et puis donc on n'a aucun sponsor financier. On a depuis quelques années des sponsors tels que Europe 2 qui nous financent pas mal de pubs. On a Bavaria depuis 2 ans aussi qui nous aide un petit peu sur le financement du bar et de la com également. Mais jusque-là, on n'a aucune subvention d'institution quelconque. On a fait des demandes, mais on nous a fait clairement comprendre que il y avait, ça servait à rien. Bon, après, on va pas cracher dans la soupe non plus. C'est vrai qu'en tant qu'asso, la mairie nous met à disposition des tables et des chaises assez facilement quand même. Donc, on peut pas avoir exactement tout le besoin qu'on a maintenant, vu qu'on est vraiment un gros événement. Maintenant, on loue. Et puis il faut savoir que les mairies nous donnent les réponses des fois que 2 ou 3 semaines avant l'événement, donc on peut pas se dire 3 semaines avant, on n'a pas de table, il nous en faut 400. C'est un peu embêtant. Voilà, donc c'est au niveau de subvention monétaire, on va dire, non, il n'y a rien du tout. Donc en fait, quand on se plante, c'est des cautions sur nos biens, nos maisons. On se casse au Mexique, on disparaît, on revient plus. Ok, donc du coup, pour la convention de Nantes, c'est uniquement les tatoueurs et les commerçants qui louent des stands et les entrées qui financent en fait l'événement.
C'est ça, et puis ce qu'on fait au bar aussi, voilà, ça nous permet vraiment d'arriver à boucler le financement. Donc là, ça fait clairement, je dirais, peut-être, allez, 3-4 ans qu'on arrive à être dans le positif. Donc c'est vraiment un travail aussi de chaque instant, d'essayer de trouver les meilleurs prix sur certaines choses, essayer de s'y prendre en avance, essayer d'acheter des choses en gros. Enfin, c'est vraiment un gros travail aussi derrière pour essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas obligé non plus d'augmenter les tarifs de la convention. Donc, faut savoir que la convention de Nantes, notre tarif d'entrée n'a quasiment pas bougé depuis des années. On a même diminué le tarif, étant donné que maintenant, le vendredi, on est en tarif réduit pour tout le monde. On a un tarif réduit sur tout le week-end pour tous les étudiants, les personnes en situation de handicap. On est maintenant gratuit pour les moins de 16 ans. Enfin, on essaie vraiment en fait, de faire en sorte que cet événement reste un événement assez familial déjà, que les gens puissent venir en famille sans se ruiner. Et à la base, le tattoo, voilà, ça vient de la working class et j'ai pas envie en fait que ça devienne un événement élitiste, que le tatouage devienne élitiste. Le but, c'est vraiment que voilà, tout le monde puisse y participer suivant son budget. Et pour les stands, c'est pareil. C'est-à-dire que du coup, il y a beaucoup de conventions maintenant où les tarifs des stands sont vraiment très élevés. Nous, on essaie de faire en sorte de rester sur quelque chose de cohérent. Quand vraiment il y a des grosses augmentations au niveau des salles, du coup, on essaye d'ajuster, mais vraiment de rester au plus juste possible, que ce soit pour les exposants comme pour les visiteurs, tout en essayant, nous, de ne pas nous mettre trop dans le rouge non plus à la fin de l'événement. Donc c'est vrai que par exemple l'année du Covid, on avait déjà investi beaucoup d'argent sur la com, sur plein de choses, puis quand il a fallu annuler, tout cet argent-là, du coup on n'a pas pu le rembourser, donc forcément ça a été un peu compliqué, on a réussi à se récupérer, parce qu'on essaie d'avoir une bonne gestion en fait, donc mais c'est vrai que c'est toujours un défi quotidien d'essayer de proposer des services, le plus de services possible, le plus de choses pour les visiteurs, pour les exposants, avec un budget qui essaye de rester qui reste limité malgré tout. Et du coup, notre but c'est vraiment d'essayer de multiplier le nombre de visiteurs pour avoir, avec les entrées, en fait, l'argent des entrées, pouvoir réinvestir tout de suite dans la convention, dans les services, dans les animations, dans tout ça, quoi. Voilà, notre but, c'est vraiment de garder, en fait, un équilibre entre les tarifs pour tout le monde et puis avoir des animations sympas et plein de services sur place. Je me permets de rebondir, du coup, tu as évoqué quand même pas mal de le côté solidaire. Je sais que lors de la convention de tatouage de Nantes, il y a une vente aux enchères solidaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi ça a été mis en place et d'où vient un peu la genèse de cette idée de vente aux enchères au bénéfice du coup d'une association? Alors du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait depuis le début de la convention. C'est un peu notre marque de fabrique. Et le but, c'était aussi, toujours dans cet esprit de démocratiser un petit peu le milieu du tatouage et de le rendre un peu moins agressif, de rendre l'univers en fait un peu plus doux peut-être pour les gens qui ne le connaissent pas, et montrer vraiment que les tatoueurs, que les tatoueurs ont du cœur, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui participent chaque année, et en fait c'est vraiment on essaye de donner, on a des espaces sur la convention qu'on donne à des associations, on leur met à disposition, on prend absolument rien, c'est vraiment pour qu'elles puissent en profiter pour récupérer des dons. La vente aux enchères, c'est la même chose, c'est vraiment ça nous tient à cœur, en fait. On essaye de trouver toujours des petites associations, parce qu'en fait, ça nous arrivait une année ou deux de prendre des associations nationales, on va dire. Ils ne se déplacent pas un mot de remerciement, et puis leur donner 5000 balles, pour eux, c'est rien, quoi. Alors que du coup, là, on choisit vraiment des petites assos locales. On sait que le moindre euro va aller dans l'association, ça va pas partir dans des fonds de gestion, dans tout ça. Et c'est vrai que on voit en fait directement l'impact que ça a, quoi. Oui, alors on peut peut-être rappeler pour les gens qui sont jamais venus à la convention de tatouage, sur la vente aux enchères, comment ça se passe et du coup pourquoi il est intéressant du coup de participer à cette vente aux enchères.
Alors, en fait, les artistes, on invite les artistes présents à réaliser une planche de skate peinte donc dans leur style, qu'on met en enchère. Donc, en fait, on les expose en fait, dès le premier jour de la convention. Donc, les visiteurs, comme ça, peuvent voir un petit peu toutes les planches, commencer à voir un peu celles qui les intéressent. Et donc, ensuite, c'est mis en vente aux enchères. Donc, elles passent les unes après les autres. Et tout simplement, les gens lèvent la main de 10 euros en 10 euros ou plus, parce que c'est vrai que du coup on a des artistes qui on a eu des planches qui sont parties à 2-3 000 euros, et donc l'intérêt c'est d'avoir une œuvre unique pour le public, et en plus vous faites une bonne action. Et il faut savoir que c'est des associations qui sont à but non lucratif et qui sont d'intérêt public, c'est-à-dire que quand vous achetez une planche 200 euros, eh bien, vous avez un reçu de l'association, vous pouvez déduire 100 euros de vos impôts à peu près, c'est à peu près 50%. Donc, si je ne me trompe pas, c'est ça. Hein. Et du coup, en gros, en vrai, vous ne dépensez que 100 euros parce que si vous ne payez pas d'impôts, c'est des impôts, vous les remboursent. Donc, en gros, vous faites une bonne action, vous payez une œuvre presque 2 fois moins cher, quelque part. Donc, en fait, tout le monde est gagnant. Vraiment, là, faut venir, faut participer et vous dire que quand vous enchérissez, en vrai, vous allez dépenser que la moitié de la somme que vous avez investie. Et puis c'est vrai que vu qu'il y en a de plus en plus, il y a toujours possibilité de repartir avec un petit truc maintenant. Et ça, c'est plutôt chouette, ça fait un beau souvenir. Pour enchaîner du coup sur la convention, il y a des moments phares qu'on retrouve tout au long de la convention, ça va être les concours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pourquoi il y a des concours en convention et puis comment ça se passe un petit peu? Alors, les concours, c'est vrai que c'est un peu l'institution sur les conventions, quoi. Donc, ça permet vraiment déjà au public de voir un peu les plus belles pièces qui ont été réalisées sur la convention. Parce que des fois, quand on se promène dans les allées, on voit quelqu'un un tatoueur qui est en train de bosser sur une pièce, on ne voit pas forcément bien. Puis là, en fait, on voit vraiment toutes les pièces finies. Donc, moi, je trouve que ce moment est assez cool parce que c'est vraiment un petit condensé de la journée où on peut voir vraiment toutes ces belles pièces. Et puis, pour les artistes, c'est vrai que on n'a pas, c'est un milieu où il n'y a pas forcément en fait de reconnaissance professionnelle entre pairs, autre que ces conventions de tatouage, où du coup, vous allez présenter votre travail, il va être jugé par des gens qui connaissent le tatou. Hein, donc, la plupart du temps, c'est des tatoueurs qui sont juges. On peut avoir aussi des gens qui s'y intéressent forcément, qui s'y intéressent beaucoup, qui ont travaillé dessus. Par exemple, cette année, on a Alexandra Bay qui va venir, qui a fait quand même un bouquin énorme sur le tatouage old school avec un travail de recherche de fou. Donc voilà, c'est pas, on ne prend pas n'importe qui non plus dans les juges. Le but, c'est vraiment d'avoir des gens qui ont des univers variés aussi, de façon à... Parce qu'on n'a pas tous le même œil, en fait, sur ce qu'on va juger. Le beau, en fait, ne se quantifie pas. Ce qui est beau pour moi ne va pas l'être pour mon voisin, etc. Donc, on va vraiment juger déjà sur la qualité technique. Donc, est-ce que les ombrages sont propres, les lignes sont bien maîtrisées, les couleurs sont bien posées. On va la juger sur la qualité du dessin. Est-ce que les proportions sont bonnes ? Est-ce que la petite pin-up qui est sur la jambe, elle n'a pas une espèce de main de camionneur ? Est-ce que des choses comme ça, en fait, voir s'il n'y a pas des erreurs de dessin. Et puis après, la position sur le corps, être sûr qu'en fait le tatou aussi va bien fonctionner avec les formes du corps, les lignes du corps. Ça, c'est important aussi pour un tatoueur de savoir bien positionner son motif sur le corps. Et puis après, l'originalité du dessin, du thème, et puis les zones du corps, c'est pareil, c'est que du coup tatouer un haut de bras, c'est pas la même chose que tatouer une gorge, c'est des zones qui sont très complexes à tatouer, et du coup le rendu du tatou, c'est vraiment, je sais pas comment dire, c'est vraiment plus un exploit de faire une pièce de taré sur une gorge que sur un haut de bras, par exemple. Donc des fois ça peut jouer dans la balance aussi. C'est vraiment cette prise de risque sur des zones très techniques, on le prend en compte, quoi. Et donc après, ça permet vraiment aux artistes qui gagnent un prix, ça permet d'avoir une reconnaissance de son travail, parce que des fois, le milieu artistique, c'est difficile de se jauger par rapport aux autres.
Après, gagner un prix, ça ne veut pas dire qu'on est forcément meilleur qu'un autre qui n'a pas gagné de prix. C'est peut-être tout simplement que ce jour-là, cette pièce qu'il a présentée était plus belle. Hein. Mais voilà, ça permet quand même une petite reconnaissance de son travail. Je trouve que ça donne aussi de l'encouragement sur le fait de continuer à travailler, à bosser son dessin, son tatou. Enfin voilà, ça motive aussi pas mal. Et puis, on essaie aussi de rester très impartiaux. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça m'arrive d'être dans le jury. Si je vois que j'ai des gens de mon équipe qui présentent, soit je me retire du jury, soit je les juge pas en fait. Je mets pas de note sur ce. Voilà, par exemple, si on est 4, la note elle est faite sur 3 personnes et pas sur 4. D'une, parce que je voudrais pas qu'on croie que je les favorise. Et de 2, parce que ça serait l'inverse, je serais encore plus dur et du coup ils auraient des notes de merde parce que je leur dirais putain, d'habitude tu bosses bien ta couleur, pourquoi tu m'as fait ça ou... Donc en fait je préfère pas juger parce que du coup je pense que je serais encore plus dur justement pour pas croire que je les favorise et du coup je pense que je les défavoriserais aussi. Ok. Et donc voilà, on demande au jury de faire la même chose. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui vient, si c'est quelqu'un de leur équipe ou quelqu'un qui est proche, qui connaissent en fait, de ne pas juger ou de nous le dire tout de suite de façon à ce que ça reste, qu'on essaie de rester le plus neutre possible et que du coup, le fait de gagner un prix est une valeur aussi. Si c'est que tes potes dans le jury qui te font gagner un prix, ça veut dire quoi en fait? Tu gagnes un prix qui a été donné par des potes ou parce que tu as bien travaillé? C'est compliqué aussi, même pour toi. Je pense que la valeur de ton prix n'est pas la même dans ces conditions, quoi. Quand les pièces sont présentées, le nom du tatoueur n'est pas annoncé. Oui, tout à fait. Ouais. On demande en fait aux personnes qui présentent leur tatou de ne pas divulguer en fait le nom du tatoueur. Donc après, quand on connaît bien le travail des tatoueurs en France, on voit certaines pièces, on sait direct qui c'est. Donc ça, mais c'est parce qu'on a l'œil et c'est aussi parce que c'est des gens qui ont un style, un travail très marqué. Mais c'est vrai que ouais, on demande vraiment à essayer de garder le plus d'anonymat possible sur les pièces et c'est vrai que des fois on a des super surprises quoi. Enfin, c'est des gens qu'on connaissait pas, des jeunes artistes qui viennent et du coup ouais, c'est toujours super agréable de voir quand on a des jeunes comme ça qui sortent, qui travaillent depuis peu de temps et qui gagnent des prix, on est super content parce qu'on se dit il y a de la relève et c'est cool, le niveau il est toujours là. Yes, carrément. Du coup, on va basculer un petit peu sur l'édition de cette année. Et pour que les personnes se rendent un petit peu compte du travail que ça représente, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du temps de préparation d'une convention comme ça? Est-ce que je sais pas, par semaine ou ou est-ce que tu as un peu quelques chiffres en tout cas à nous donner? Alors, la Convention de Nantes, par exemple, on commence à travailler dessus à partir de février-mars. À peu près, ça va être le moment où on va ouvrir les inscriptions. Donc en amont, on prépare les nouveaux contrats, tout ça. Et jusqu'à à peu près, donc la convention a lieu en septembre, jusqu'à à peu près fin octobre, parce que moi derrière, il faut, on a toute la partie compta à gérer, tous les paiements fournisseurs, enfin voilà, ça prend encore du temps un peu derrière. Et moi en général, enfin voilà. Bon, depuis l'année dernière, on a embauché une graphiste qui bosse avec nous. Et puis là, depuis cet été, donc on a une community manager aussi qui va venir en renfort. Donc là, je vais souffler un peu. Mais bon, c'est vrai que ça m'est arrivé de travailler quasiment 80 heures par semaine pendant des mois là-dessus. Enfin, donc là, maintenant, voilà, on est plutôt à une trentaine d'heures par semaine. Mais c'est un boulot à plein temps. Enfin, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il y a énormément de choses à gérer. Ouais. Est-ce que du coup tu peux nous en dire un peu plus sur les choses à gérer, voilà, sur un peu les différentes missions que toi tu peux avoir Ça va aller vraiment de répondre aux mails. Donc du coup, il faut savoir qu'on a à peu près 1000 demandes par an. Donc à peu près autant de mails multipliés par 2 ou 3. Pareil sur les réseaux sociaux, etc. Les factures envoyées à tout le monde, les réservations de matériel, les demandes de devis. Qu'est-ce que ça va être gérer aussi en amont un peu les bénévoles. On en parlera tout à l'heure de notre super équipe bénévole. Mais c'est vraiment gérer les interactions un petit peu avec tout le monde, les sélections des fournisseurs, les plans pour la convention. Après, il y a plein de choses. Ça va être les autorisations légales. Il y a plein de démarches à faire pour quand on accueille du public, au niveau de la sécurité, tout ça. Donc en fait, c'est énormément de paperasse. C'est pas le côté le plus fun. Mais quand on voit le résultat et quand tout roule, en fait, arriver sur la convention, voilà, c'est le principal. Mais ouais, en amont, il y a beaucoup de choses à faire pour seulement 3 jours d'événements.
Ouais, une grosse logistique. Ouais. Donc, on a dit à peu près, là, pour la convention de cette année, on attend 360 tatoueurs. Ouais, 360 cette année, ouais. On a décidé cette année d'enlever un petit peu de stand par rapport à l'année dernière, parce que bon, cette année, ouais, on voit bien économiquement, c'est un petit peu plus creux dans tous les milieux. On voit aussi il y a pas mal de tatoueurs qui ont une petite baisse d'activité, donc on a préféré diminuer le nombre de stands pour être sûr en fait que les gens présents aient quand même du travail et que ça fonctionne, qu'ils soient contents de l'événement, quoi. Et est-ce que tu peux nous donner, en termes de programmation, est-ce qu'il y a des shows, en dehors Des concours ? des concours, ouais. Est-ce que tu as des choses là, que tu peux nous parler? Alors, du coup, cette année, on va retravailler un petit peu avec la burlesque Freaky Follies, que vous avez peut-être, la compagnie, vous avez peut-être déjà découvert à Nantes. On travaille avec eux depuis 2-3 ans. Donc voilà, c'est vraiment du burlesque, mais vraiment du burlesque comme on aime, c'est-à-dire autodérision à fond, très décalé. On passe vraiment un moment fun, en fait. On se marre quand on les regarde et on voit qu'elles se marrent en faisant le spectacle. Enfin, c'est ça qui est vraiment chouette. Donc, on a envie de continuer avec elles. Après, cette année, il y avait un peu moins de nouveaux spectacles. Donc, du coup, elles auront des passages un petit peu plus courts, mais avec des nouveautés quand même. On a également 2 personnes qui vont venir faire, en fait, du coup, de la pole dance. Donc, c'est des nanas qui sont vraiment très sportives, en fait. Donc, le but de la pole dance, quand nous on en fait passer, parce que voilà, moi je suis une femme, je suis plutôt féministe, mon but c'est pas d'avoir du striptease ou des choses comme ça. Moi je veux plutôt de la performance sportive, des choses qui on se dit waouh, c'est l'entraînement qu'il y a dû avoir derrière est dingue. Et du coup voilà, c'est vraiment là, elles vont faire tout ce qui est acrobatie, pole dance, des numéros à 2 également. Donc je vais pas tout vous révéler parce que du coup elles voulaient garder un petit peu de surprise pour la convention. Et donc il va y avoir plusieurs passages, hein. Elles vont faire 3 ou 4 passages par jour, hein, avec à chaque fois un numéro différent. Et on a aussi également le samedi soir, on a un concert. On renouvelle un peu avec les concerts cette année. Donc le dernier c'était la compagnie créole. On avait passé un excellent moment et j'avoue qu'on les referait bien revenir juste pour le fun, on continue à m'en parler. Mais cette année, en fait, on fait venir Rage Against the Paper. Donc c'est un groupe du coin qui nous fait le plaisir, en fait, de venir sur scène. Le but, c'est vraiment, vous pouvez regarder un petit peu, si vous voulez, sur YouTube, tout ça, voir des extraits de spectacles. Donc en fait, ils ont un combat de boxe, ils font ça façon ring de boxe combat, et donc tu as une équipe qui va chanter du Rage Against the Machine, l'autre du Red Hot Chili Pepper, et en fait le public vote pour le groupe sur scène qui aura le mieux joué au fur et à mesure. Enfin, le truc est très fun, et du coup maintenant je pense qu'on connaît un peu tous des morceaux des 2 groupes, donc le but c'est vraiment de chanter avec eux aussi, et tous les gens qui ont vu le spectacle m'ont dit qu'ils s'étaient vraiment, qu'ils avaient passé un moment excellent, qu'ils s'étaient marrés. C'est un peu ce qu'on veut garder, c'est vraiment ce côté fun, en fait, sur la convention, garder un événement de qualité haut de gamme, mais en gardant un côté familial et décontracté. Il y aura aussi des tables rondes qui seront animées par Steph Ayako. Voilà, c'est ça. Alors, on a nos fameuses tables rondes. Peut-être que du coup, tu peux, vu que Matt, du coup, tu bosses sur les tables rondes avec Steph, peut-être que tu peux nous en parler aussi un petit peu sur les thèmes qui ont été choisis pour cette année. Ouais, on a deux tables rondes qui sont figées. Il y en a une troisième qui est encore en cours. La première qui sera autour de la gestion de la douleur, avec la présence d'une tatoueuse qui fait plutôt des grosses pièces, et donc du coup comment elle accompagne du coup cette tatouée dans ces grandes sessions. Et puis une hypnothérapeute qui sera présente aussi, et qui sera aussi présente pendant toute la convention pour accompagner justement sur la gestion de la douleur pendant ces sessions qui peuvent être des fois un peu longues et un peu douloureuses. Oui, carrément, elle sera là sur tout le week-end, et elles vont... Le public pourra faire appel à elle. Donc, si je ne me trompe pas, elle a fait en plus un forfait sympa à 40 balles à 40 € pour les gens qui voudront faire appel à elle. Et du coup, elle accompagne les gens pendant la séance pour vraiment les aider à gérer leur douleur. Pour ceux qui veulent tester, je trouve que c'est une opportunité, parce que
je trouve que le budget est quand même très correct. Et ça permet vraiment de tester cette hypnose. J'avoue que moi, j'ai jamais testé pour me faire tatouer. Mais bon, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils avaient testé, que ça fonctionnait vraiment bien. Donc, je pense qu'il faut déjà être réactif à l'hypnose à la base. Je pense qu'elle vous teste au début. Mais je pense que c'est vraiment intéressant à tester ça. Ouais, c'est une opportunité intéressante. Et puis, le samedi, on aura Sœurs d'encre qui sera présent. Donc, qui est une association qui accompagne des femmes du coup sur du tatouage reconstructif en lien avec le cancer du sein. Et donc du coup qui sera présente avec aussi une personne qui sera là pour témoigner qui a été accompagnée avec Sœurs d'encre. Et du coup, l'association Sœurs d'encre sera également présente sur la convention tout le week-end. Donc vous les trouverez en rentrant sur la salle sur la droite. Et en fait, juste en face d'elle, on a mis plusieurs artistes qui font partie de ce collectif, justement, qui pourront du coup vous renseigner directement sur les possibilités de reconstruction. Donc ça va être, du coup, cette association-là, c'est vraiment spécifique pour le cancer du sein, mais bon, voilà, ça peut être aussi pour la reconstruction de grosses chirurgies invasives sur d'autres zones du corps. Par exemple, sur des césariennes qui ont vraiment fait des grosses marques ou des choses comme ça, voilà, ils peuvent aussi intervenir sur ce genre de choses. Ouais, donc un autre domaine aussi du tatouage, une autre vision du tatouage est tout aussi intéressante en fait. Et puis la troisième, on garde un peu la surprise, elle est en cours de programmation. Je voulais intervenir là-dessus. C'est vrai que les tables rondes, c'est quelque chose de récent. Ça fait 2 ans maintenant, 3 ans qu'on le fait. Et du coup, c'est là que je me dis qu'on fait quand même un bon travail parce que j'ai vu que ça a été repris dans d'autres conventions, comme les ventes aux enchères d'ailleurs et d'autres choses qu'on a pu faire. Donc je me dis qu'en fait, ce qu'on fait, c'est pas si mal parce que si c'est repris ailleurs, c'est que c'est plutôt qualitatif. Donc je trouve que c'est une belle reconnaissance aussi de ce qu'on fait et de votre travail aussi sur les tables rondes d'ailleurs. Merci. Ouais, c'est vraiment chouette. Puis tout le monde passe un bon moment, j'ai l'impression, en tout cas, autant le public que les personnes qui sont sur scène. Du coup, ça me permet de rebondir un peu sur la partie humaine, on va dire, de la convention de tatouage. C'est-à-dire que la convention de tatouage, il y a plein de personnes qui interagissent, dont beaucoup de bénévoles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de combien de personnes ça représente sur le week-end ? On est à peu près autour de 70 bénévoles sur le week-end. Et c'est vrai que la convention, sans eux, n'aurait pas lieu, en fait, tout simplement. Tout à l'heure, on parlait des budgets. C'est vrai que si, du coup, on devait avoir du personnel pour gérer ce qu'ils gèrent avec des salaires et tout, ce serait juste impossible. La convention n'aurait pas lieu. Et comme les 3/4 des conventions, je pense, en France, et de tous les événements comme de ce type-là, comme les festivals, comme plein d'autres choses. Donc c'est vrai que le travail des bénévoles est super important. Ce qui est chouette, c'est qu'en plus, on a vraiment un groupe de bénévoles qui est là depuis des années. Maintenant, c'est un peu devenu la famille. C'est des gens, on revoit d'une année sur l'autre, on se voit en dehors, on essaye... il y en a qui sont devenus potes. C'est vraiment... qui continuent à se voir en dehors de la convention. Et c'est vrai que c'est vraiment chouette d'avoir ce groupe-là qui est là pour passer un week-end où... c'est vrai qu'on en chie parce que, mine de rien, c'est super fatigant, on fait des heures de dingue, mais c'est toujours dans la bonne humeur et on passe un week-end génial, quoi, avec toutes ces équipes, quoi. Du coup, on les retrouve un peu à plein de postes différents. C'est ça, en fait, on va avoir du coup, on a les équipes de bar, donc bar intérieur-extérieur, on va avoir les gens qui s'occupent des thermocopies, donc là où les tatoueurs vont faire du coup les thermos, donc si les gens ne connaissent pas, c'est espèce de petits décalcos là qu'on vous pose avant de commencer le tatouage. On a les gens qui sont au niveau des entrées, donc qui vous aident à mettre vos bracelets, qui vous renseignent aussi à ce niveau-là. On a toute l'équipe média. Donc dont Matt fait partie, qui vont venir filmer, faire des photos, qui animent également du coup les tables rondes et qui vont vous donner qui vont vous balancer toutes les stories, les vidéos que vous allez pouvoir voir sur les pages et les réseaux sociaux de la convention. Donc on a vraiment beaucoup de monde. On a aussi l'équipe du merch, qui est là qui vous propose un peu les dérivés, un peu les t-shirts, les choses comme ça qu'on fait pour l'événement, quoi. Donc non, il
y a du monde, il y a du monde vraiment beaucoup partout, et on est vraiment super contents de leur travail et on les remercie vraiment. C'est très très chouette en tout cas. Si on parle un petit peu de l'impact que peut avoir la convention de tatouage sur la scène locale et internationale, comment la convention de tatouage de Nantes rayonne? Du coup, c'est vrai que depuis quelques années, on essaye vraiment de diversifier l'origine des artistes qu'on accueille. On a vraiment envie de se développer à fond avec des internationaux. Notre but, en fait, étant vraiment de donner accès aux visiteurs à des artistes qui verront pas, dont ils n'ont pas accès parce que le mec il vient de Mexico, de Berlin ou de Taïwan. Et du coup, c'est vrai qu'on essaie vraiment de développer ce côté-là. C'est pas facile de faire venir des internationaux parce que, mine de rien, il y a beaucoup de conventions en France et il y a beaucoup de conventions dans le monde. Et du coup, pour eux, faire la différence entre la convention de Nantes et une autre convention, quand ils connaissent pas en fait le pays ou la ville, c'est un peu délicat. Donc du coup, souvent, en fait, c'est tout simplement le bouche à oreille qui fonctionne super bien. C'est-à-dire que une année, on a eu 4-5 Québécois. Maintenant, je crois qu'ils sont une trentaine. on a eu 2 Italiens, c'est pareil. Maintenant, ils sont hyper nombreux. Les Espagnols, c'est pareil. En fait, c'est de bouche à oreille. Ils font « viens à Nantes, je l'ai fait, elle est cool cette convention. Ça m'a bien plu, j'ai bossé. L'ambiance, elle est top. » Et t'as qui viennent, quoi. Donc ça, c'est vrai que ce côté-là, c'est ce qui est le plus difficile de contacter, en fait. Parce que ça, on le fait assez régulièrement. Contacter des artistes internationaux, leur proposer de venir sur l'événement. Mais ça c'est vraiment la partie qu'on essaye de développer, que les gens qui viennent à Nantes sachent qu'ils auront la possibilité de rencontrer des artistes vraiment de partout et qui verront pas forcément dans d'autres conventions aussi, quoi. Et donc après, comment on rayonne ? Comme je disais tout à l'heure, le fait que, par exemple, que les ventes aux enchères qu'on fait sont reprises dans certaines conventions, les tables rondes, tout ça, c'est aussi que la convention de Nantes a un impact sur les autres événements, puisque s'ils reprennent certains trucs qu'on fait, c'est que c'est cool, c'est que ça fonctionne bien, quoi. Et donc, du coup, pour conclure, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais partager avec nos auditeurs ou nos auditrices, qu'elles soient tatoueurs, tatoués ou simplement curieux ou curieuses? Donc, en conclusion, je dirais aux gens, si vous connaissez pas les conventions, venez faire un tour, vous serez étonnés déjà de la possibilité en fait de tatou. Les gens qui ne connaissent pas souvent pensent que c'est limité à quelques styles, et en fait, en venant sur place, ils découvrent en fait toute la possibilité en fait qui s'exprime sur les différents styles des artistes. C'est-à-dire que vous pouvez demander un même thème à 20 artistes différents, il va vous proposer 20 choses différentes. Donc ça va vraiment vous permettre de découvrir la diversité des styles qui existent, de rencontrer des artistes sympas. Vous pourrez donc bien sûr vous faire tatouer, c'est au contraire, c'est le but. Certains artistes, il faut par contre vraiment prévoir en avance, donc prévoyez de les contacter en amont, de réserver. Par contre, certains autres artistes laissent en fait toujours un petit créneau disponible pour justement que les gens qui soient là en visiteur puissent, sur un coup de cœur, pouvoir directement se faire tatouer. Venez nombreux, soutenez les artistes en venant à la convention, en vous faisant tatouer, en partageant leur travail aussi. Si vous voyez sur nos publications des artistes qui vous plaisent, n'hésitez pas à partager les posts. C'est compliqué de faire son trou actuellement, et il y a tellement d'artistes. Ceux qui sont à la convention sont vraiment sélectionnés pour la qualité de leur travail. Quand vous venez à la convention de Nantes, vous savez que vous venez dans un événement où vous allez avoir des artistes de qualité, et que vous trouverez certainement chaussures à votre pied vu la sélection très large qu'on a fait. Juste Stéphanie, pour finir, est-ce que tu peux nous redonner juste les informations pratiques pour venir à la convention de Nantes ? Donc la convention aura lieu donc les 20, 21 et 22 septembre donc au parc Expo La Beaujoire. Vous pouvez venir en tram, il y a des parkings gratuits partout autour également. Moi, je vous encourage de venir en transport en commun si vous pouvez, c'est plus écolo. Et puis voilà, sinon vous avez la billetterie sur place. Vous pouvez acheter vos places en ligne avant de venir à la convention. Déjà, vous rentrez, il y a un coupe-fil, donc en fait, vous rentrez super rapidement, parce que des fois, il y a la queue quand même. Et puis, vous pouvez rentrer 30 minutes avant les autres. Donc, ce qui vous permet de commencer votre tatou plus tôt si vous avez rendez-vous, et puis aussi d'arriver plus tôt et de pouvoir passer avant les autres, du coup, justement, pour avoir accès à des artistes qui prennent pas de rendez-vous, qui prennent au premier arrivé, premier servi, comme on dit.
Et puis il y a de la restauration sur place, on a des super food trucks, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez, si vous savez pas si vous mangez avant ou après, venez manger sur place. Franchement, c'est que de la restauration. C'est que de la restauration de qualité, du bio, du fait maison. Bref, n'hésitez pas, venez en famille, sans problème. Un conseil toutefois pour les tout petits, évitez les poussettes, ça peut prendre des places dans les allées. Je vous conseille de venir avec des porte-bébés si vous avez. Et puis venez nombreux. Eh ben, merci Stéphanie. Ça vous a plu ? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous. Notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefaya.